Mais c'est très bien. Il m'a C'est demandé très si bien. on pouvait attendre 5 minutes. Monsieur Griska viendra, c'est bien. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien rejoindre vos places. Les pouvoirs des absents, il y a Maurice Dufour qui est en retard. J'ai entendu, oui. Bien, avant de commencer cette séance, je voudrais simplement vous présenter la nouvelle, c'est-à-dire Anne Rastello, qui va se lever. Bonjour Anne, qui remplace Monsieur Jean-Paul Borel, qui a donné sa démission. Voilà. Merci. Monsieur le maire, je peux dire 2 mots? Non, non. Non, ah bon. À toi, oui, bien sûr. Excuse-moi, non, mais ça partait de tous les côtés. Bien sûr, Anne. Ça commence. Okay. Vas-y. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, pardon. Eh bien, merci de m'accueillir une seconde fois au sein de cette haute assemblée. Et quand je dis haute, bien sûr, je fais référence à l'altitude. Oui, bien sûr. Si ma présence ici, elle fait un planning un peu particulier, soyez en tout cas assurés de mon plein engagement. Et je tiens également à saluer le travail de mon prédécesseur, Monsieur Borel. Merci. Merci beaucoup. Madame Guigli. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à Anne, bien évidemment, ça m'étonnait aussi, oui. et la remercier pour ses derniers mots, puisque c'était là-dessus que je voulais venir. Effectivement, je voulais au nom de toute l'équipe, saluer tout le travail effectué par Jean-Paul Borel, son investissement à la fois dans le domaine de la culture aux côtés de Nicole, mais aussi sur les autres dossiers, et notamment tout le travail qu'il a fourni dernièrement avec l'accueil des migrants. Donc voilà. C'était important pour nous de le saluer publiquement et de dire qu'on acceptait bien sûr sa décision, mais qu'on la regrettait fortement. Merci. Merci Madame Guigli. Donc je vais faire l'appel. Alors, Nicole Guérin. Présente. Aurélie Poyot a donné pouvoir à Nicole Guérin. Nicole Guérin, Francine Dardenne, Présente. Catherine Guigli, Fanny Bovetto, Monsieur Dufour a donné pouvoir à moi-même, en attendant son arrivée, puisqu'il est un peu en retard, paraît-il. Monsieur Yvon Aiguier sur son lit d'hôpital, puisque vous savez qu'il a eu un accident de vélo. Ça devient une maladie dans la majorité. Je vous signale qu'aujourd'hui aussi, il y a eu un accident de moto de Monsieur Raymond, le maire de Val-des-Prés, qui a fait un petit accident de moto et qui aurait une clavicule cassée. Voilà. Et puis quelques ecchymoses, bien entendu, parce que dans ces coups de temps-là, on ne se satisfait pas simplement d'une petite fracture. Souvent, on a des ecchymoses. Donc Yvon Aiguier a donné pouvoir à Jacques Jalade. Jacques Jalade. Gilles Martinez. Marie Marchello. Bruno Daventure. Madame Petley. Monsieur Mohamed Jeffal. Madame Claude Jiménez. Monsieur Alain Prorel. Madame Khalifa. Monsieur Millet. Madame Brunet. Madame Marie-Hélène Ponsard. Monsieur Sioupa. Manu Romain a donné pouvoir, il était venu soutenir sa sœur, mais il est reparti, à Monsieur Mohamed Jeffal. Madame Mireille Fabre a donné pouvoir à Madame Guigli. Madame Rastello. Monsieur Éric Pétieux. Absent. Monsieur Griska. Il est dans sa voiture ou il lave sa voiture? Ah, bon. Excusez-moi, j'avais cru comprendre qu'il lavait sa voiture. Bon, oui, mais c'est une voiture électrique. Il n'y a peut-être pas assez d'électricité pour monter la chaussée. Bon, on va attendre qu'il arrive. Catherine Valdener,
Monsieur Bruno Monnier, Madame Mulac. Monsieur Griska est arrivé. Madame Mulac, c'est vous qui avez son pouvoir? Non, vous l'avez. Oui. Ah, je l'ai. Alors, Madame Mulac a donné pouvoir à Monsieur Bruno Monnier. Alors, Monsieur Marc Breuil. Alors donc absent. Monsieur Alessandro Picatré. Alors, Madame Armand a donné pouvoir à Monsieur Alessandro Picatré. Et Monsieur Dazin a donné pouvoir à Monsieur Griska. Parfait. Merci. Alors, Madame Mulac est là. Voilà. Allez. Hop. Alors, nous allons nommer le ou la secrétaire de séance et je vous propose pour sa première journée de nommer Madame Rastello. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, merci. Alors, je vais vous demander maintenant d'approuver le compte-rendu du dernier conseil municipal du 20 juin 2017. Y a-t-il des remarques? Non, s'il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas à l'unanimité. De même que le compte-rendu des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du CGCT. Est-ce qu'il y a des questions? Non plus. Donc là aussi, je mets ce compte rendu aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Donc nous allons maintenant voir l'ordre du jour. Je fais circuler la feuille de signature, de même que le compte rendu du conseil municipal du 20 juin. Alors, première délibération, c'est la demande d'agrément pour l'éligibilité de la commune au dispositif d'aide à l'investissement locatif Pinel. Il se trouve que la ville de Briançon est en zone B2 de ce dispositif, mais que jusqu'à présent, personne n'avait sollicité la possibilité d'en bénéficier. Or, il se trouve qu'un certain nombre de promoteurs, ces derniers temps, se sont révélés finalement preneurs de l'opération. Et donc, il faut que nous fassions une demande, dans un premier temps, pour avoir cet agrément. Et cet agrément, une fois obtenu, il y aura un passage devant une commission régionale qui se tiendra en principe le 10 septembre. Et c'est seulement à l'issue de l'agrément repris par ce comité que nous pourrons avoir l'agrément pour... Alors, le principe de l'agrément de la loi Pinel, c'est un engagement locatif, c'est-à-dire que l'acheteur s'engage à louer et en plus à louer à un plafond qui est déterminé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Monnier. Ouais, merci Monsieur le maire. Juste, il me semblait que Domitis, c'était éventuellement un dispositif qui était mis en place. Peut-être que je me trompe. Alors que... S'ils l'ont fait, ils l'ont fait sans se soucier de la réalité des choses. Et là, d'ailleurs, à mon avis, je ne veux pas attaquer une profession, mais je pense qu'il y aurait pu avoir un avertissement. On est en zone Pinel B2, mais à partir du moment où l'agrément n'a jamais été demandé, ce qui fait que s'il y a des gens qui ont signé du Pinel, il y a des risques, donc il faudra requalifier l'acte de vente tel qu'il a été fait. Parce qu'autrement, les services fiscaux risquent d'attaquer. Voilà, c'est un risque. Alors, je dis ça, la presse n'a rien entendu, mais il y a un risque. Donc, si effectivement, dans le cadre de Domitis, il y a du Pinel qui a été signé, c'est une erreur.
parce qu'il n'y aura pas d'effet rétroactif. Le processus ne s'appliquera qu'après que l'agrément ait été donné par la commission et que cette commission, à ce moment-là, le préfet prendra un arrêté autorisant l'application de la loi Pinel. Voilà. Oui. Pardonnez-moi, mais j'arrive pas bien à comprendre qui initialement demande l'agrément Pinel, puisque là on le vote au conseil municipal, mais qui en fait la demande initialement? Les promoteurs qui font des bâtiments en Pinel ou? Ben c'est les promoteurs. Si vous voulez, au départ, c'est le propriétaire. C'est même pas le promoteur, c'est le propriétaire. Sauf qu'en amont, il y a le promoteur qui dit ben, au futur acheteur, vous avez la possibilité de bénéficier de la loi Pinel. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous achetez, vous avez les avantages liés à ça, donc des prêts et des aides. Mais il faut que vous vous engagiez, mais à ce moment-là, c'est aussi, il faudrait en face que, effectivement. Moi, je trouve que c'est une aberration de la loi, parce que à partir du moment où on est en zone, je ne vois pas pourquoi il faut encore en plus un agrément. Il a été reconnu que le territoire de Briançon était en zone B2. Je ne vois pas pourquoi en plus il faut, mais c'est comme ça, et donc on ne peut pas faire autre chose que s'y soumettre. Ma question initiale, c'était, là, on vote ce soir, on aurait pu voter avant, donc qui en fait la demande initialement? Enfin, vous avez peut-être été alerté à un moment donné en disant... Ah ben j'ai été alerté, voilà, donc pas plus tard qu'à l'inauguration de Promophare, où il y a des gens qui m'ont dit, mais il me semble que on est en zone Pinel. J'ai dit oui, on est en zone Pinel, mais on n'est pas agréé aujourd'hui. D'accord. Enfin, ça me semble un peu hallucinant qu'on... c'est hallucinant. Oui. Enfin, il y a une erreur quelque part. Je ne sais pas où, mais... il y a une erreur. Chez les notaires, au service de l'urbanisme, quelque part. Mais c'est assez hallucinant qu'on en vient ce soir à voter quelque chose sans effet rétroactif pour la population. Je pense, sans vouloir me défausser, que c'est au promoteur qui propose de se renseigner si, auprès de son notaire, si effectivement l'agrément. Ça a été le cas pour Duflot à une époque où un promoteur local avait demandé et la démarche avait été faite, mais jusqu'à présent, personne. Et comme M. Monnier vient de le dire, il n'est pas impossible qu'il y ait déjà des gens qui aient signé dans le cadre de cette loi Pinel depuis plus d'1 an. C'était une proposition de Domitis, c'est clair ça. Comment? C'était une proposition de Domitis. Il y avait des choix différents. La moindre des choses, enfin, je sais pas moi, quand on est professionnel... Mais il n'y a pas que Domitis, il y a toutes les résidences de Briançon. Voilà. Donc on essaye de... Alors, ça peut se régulariser par un acte notarié, mais ça a un coût. Mais ça coûtera moins cher quand même qu'un redressement fiscal. On est d'accord. Et bon, s'il n'y a pas de la rétroactivité, c'est quand même dommage. Ah, il n'y a pas de rétroactivité, ça m'a été confirmé. D'ailleurs, il n'y a pas de loi qui soit rétroactive. En matière fiscale, si. Ni de texte. Comment? En matière fiscale, oui. C'est possible. En fiscal, oui. Donc, fiscal, c'est pas des textes. C'est des décrets, éventuellement, ou c'est des accords, mais... Bon, à suivre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de casse, quand même. Et on va tout faire pour qu'il n'y en ait plus. Donc, je vous propose de mettre la délibération en voie. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Je vous remercie. Deuxième délibération, c'est celle qui concerne la proposition d'acquérir le Fort des Têtes à l'euro symbolique. Alors, il s'agit bien d'une proposition et que l'engagement d'acquérir n'est toujours pas là. Je crois qu'il faut qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui, la commune a la volonté, si l'opération qui a été proposée par la société Next aboutit, de pouvoir acquérir à l'euro symbolique le Fort des Têtes, et comme je l'ai déjà expliqué, dans un deuxième temps, le revendre à la société en question pour faire la voirie, pour faire amener l'eau, l'électricité, les égouts, faire le pluvial et tout ce qui permet de viabiliser une opération comme celle-ci. Voilà. Donc ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est effectivement de valider le principe de l'engagement d'acquérir dans les conditions qui ont été précisées plus haut. Donc l'engagement d'acquérir cadastré représente une superficie d'emprise de 40 hectares environ.
sous réserve d'arpentage, mais c'est de cette eau-là, considérant que cette emprise sera cédée à l'euro symbolique, que des clauses de sauvegarde au bénéfice de la commune seront portées sur l'engagement d'acquérir, permettant à la commune de ne pas procéder à cette acquisition. Je crois que c'est là qu'est le point principal. Si les conditions ne sont pas réalisées, on ne sera pas forcé d'acquérir le Fort des Têtes. Je rappelle qu'on n'a pas acquis en décembre 2011 le Fort des Têtes, à l'inverse des autres structures, et qu'on a bien fait puisque l'État, enfin le ministère de la Défense, y a fait des travaux qui se sont montés entre 500 et 800 000 euros par an pour pouvoir entretenir. Et là, si vous y allez, vous verrez que dans les contreforts qui sont côté sud, il y a des travaux énormes qui sont faits en ce moment qui n'auraient pas été faits si c'était nous qui avions été propriétaires. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bah allez-y. Hein. Oui, monsieur le maire. Alors, cette délibération, c'est peut-être la plus importante de la soirée. En tout cas, ça un feuilleton qui commence juste et qui va donc nous amener dans les prochains mois et les prochaines années donc à peut-être voir donc l'émergence d'un projet au Fort des Têtes et donc de construction. Moi, j'ai un regret, mais il peut se rattraper, ce regret largement, c'est de ne pas avoir assez d'informations au stade où on en est. Alors, je comprends bien qu'on ne peut pas donner toutes les informations, qu'on aurait peut-être pu l'apprendre par votre bouche et non pas par la presse, parce que nous, pour l'instant, pauvres petits d'opposition, on ne sait... Ouais, très peu, monsieur le maire, très peu. On n'a pas eu de conseil municipal privé, par exemple, mais c'est pas un reproche, c'est un regret. Voilà, donc je pense que pour le... Non, mais c'est très important. Voilà, je pense que pour le futur, bien évidemment, ce soir, on a quand même des questions à vous poser sur un certain nombre de points techniques, mais cette délibération, on va la voter parce que c'est un signe fort de voir ce projet se concrétiser. Et si on peut avoir une belle unanimité sur ce dossier, c'est un bon commencement et une bonne chose. Ceci étant dit, on vous demandera peut-être à l'automne d'avoir un conseil municipal privé, ou une réunion, une commission, peu importe, avec les porteurs de projets, pour qu'on puisse tout simplement leur poser des questions, savoir un petit peu en détail la nature du projet, le financement, le fonctionnement derrière, etc. etc. Et voilà, je pense que par rapport à d'autres projets dans les années antérieures qui ont peut-être pu mal terminé ou mal commencé par défaut justement d'information et d'échange avec les élus de l'opposition, je pense qu'il ne faudrait pas recommencer sur ce dossier. Parler de la chaufferie. Ça me semble important. Je parle par exemple de la chaufferie. Je pense que s'il y avait eu quelques réunions préparatoires, si, monsieur le maire, si, vous le savez très bien. Et non, je pense que ça... non. Si, ah non, peut-être que les choses elles auraient changé. Pas. Si, vous le savez. Non, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, tout ça c'est du passé, mais aujourd'hui, on souhaite vraiment accompagner ce dossier à vos côtés, donc on aimerait avoir les informations. Alors, si vous voulez, effectivement, moi je ne suis pas contre une information. Le problème de l'information, c'est qu'elle fuse très rapidement à l'extérieur. On a déjà donné quand même des éléments, mais je suis d'accord avec vous, et la presse n'en a pas fait un bon usage. Je me souviens d'un article qui est paru dans la Provence il n'y a pas très longtemps et qui parlait du centre commercial le plus haut d'Europe. Alors je veux dire, quand on est à ce niveau de bêtises, moi j'ai plus envie de dire quoi que ce soit. Hein, parce que si on fait effectivement, pourquoi pas un Luna Park là-haut, le plus haut d'Europe, enfin bon, il y a un moment, il faut qu'on arrête. Alors, il se trouve en plus que c'est un projet d'une grande qualité architecturale, d'un respect de l'architecture existante. Je pense qu'effectivement, on est face à quelque chose de grande qualité. Et que contrairement à ce que certains pensent, mais là aussi, j'ai pas envie de m'avancer tout de suite, c'est pas des fonds de pension, c'est pas... Aujourd'hui, il y a un débat avec la DGFIP, j'ai eu pas plus tard qu'il y a quelques jours directeur adjoint au niveau national pour cette question, parce qu'il y a des textes, parce que Bercy lâche pas de la fiscalité comme ça, donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a un débat, et dès que j'aurai la certitude que ce débat sur ce plan est clos, puisque nous avons aujourd'hui l'engagement du réseau Vauban, du comité scientifique Vauban,
de l'AMRAI, hein, c'est-à-dire de la mission patrimoniale de l'armée. On a, si vous voulez, de toutes parts, le préfet n'y voit aucune opposition, la DRAC, par l'intermédiaire de M. Jourdan, a été contacté. C'est des gens qui sont venus, et qui ont visité, qui ont regardé les plans. Il se trouve en plus que ce projet, aujourd'hui, sur le plan architectural, est entre les mains de M. Mester de Parage, qui se trouve être l'architecte en chef du patrimoine national. Je veux dire qu'on a des garanties de qualité, on a en plus un engagement, et je pense que c'est important, un engagement de la part de la société qui va acquérir ce bâtiment, de faire des travaux pendant la durée de la concession. C'est-à-dire ils auront un engagement de faire ce que l'armée fait aujourd'hui, ça veut dire 500 à 600 000 euros d'investissement annuel pour entretenir, réparer les dégâts sur ce fort. Donc aujourd'hui, on est dans une opération qui, dans son ensemble, est une opération qualitative où il reste quelques petits points à régler, et tout particulièrement sur le plan de l'accord fiscal de Bercy. Parce qu'il y a un texte qui est sorti en 2015 qui dit que les surfaces qui peuvent être réservées pour ce type d'accords fiscaux doivent être représenter 75% des structures habitables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une structure habitable? La chapelle, est-ce que c'est une structure habitable ou pas? Est-ce que les bâtiments qui étaient la poudrière, est-ce que c'est une surface habitable ou pas? Même si elle est transformée par la suite en habitation. Voilà, on a toute cette problématique aujourd'hui qui est à analyser. Et donc, aujourd'hui, il y a eu une précision qui a été faite demandée par Bercy, et à laquelle va répondre le représentant de Next. Voilà. Oui, Madame Valdener. Oui, moi, il y a une phrase dans la délibération que je ne comprends pas très bien. C'est la rétrocession du Fort des Têtes à la commune de Briançon en vue de sa cession au groupe d'investisseurs, une fois viabilisé, eau, électricité, égout, voirie, conditionne la faisabilité et la réussite du projet. Donc ça veut dire qui paye les réseaux? Les réseaux sont payés par le prix de vente qui est fait de l'ensemble des structures. En gros, aujourd'hui, on achète pour l'euro symbolique, oui. On revend pour 1,8 million ou 2 millions, il faut qu'on voit encore très exactement là aussi. Là, vous me faites donner des chiffres sur lesquels se précipite la presse, bien sûr. Et oui, c'est ça le problème. Et donc... je ne vous ai pas demandé des chiffres. Non, mais... Oui. Simplement, mais oui, mais si, parce que si on doit faire l'amener d'électricité en limite, l'eau en limite, le pluvial, les égouts, la voirie, parce qu'il y aura deux voiries. Il y a une voirie qui part de la comment ça s'appelle, de la déchetterie, et puis il y aura un téléporteur, c'est quelque chose que j'avais imposé dès le départ au promoteur, un téléporteur qui partira du Champ de Mars pour aller rejoindre le Fort des Têtes. Puis il faudra qu'il y ait deux accès, puisqu'en hiver, il est quasiment impensable de penser avoir un accès sur cette zone par la route normale. Même si on peut faire passer un déneigeur, c'est une zone où ça souffle, il y a des congères qui se forment, enfin, c'est pas pensable. Voilà. Donc pour qu'il y ait cette voirie et tous ces éléments, alors le téléporteur n'est pas dans la voirie, hein, dans les équipements, mais tous ces éléments-là devront être pris en compte. Et donc les choses sont très claires. Là aussi, quand l'armée vend pour l'euro, enfin quand l'État donne ou vend pour l'euro symbolique quelque chose, si c'est revendu dans les 10 ans, la moitié des bénéfices reviennent à l'État. C'était ma deuxième question, mais effectivement... Mais je vais répondre, j'anticipe. Ouais, voilà. Et donc, ça veut dire que si demain, la viabilisation ne coûte qu'1,4 million, prenons, on va dire n'importe quoi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il reste 400 000 sur la base d'1,8 million, il y aura 200 000 pour l'État, 200 000 pour la commune. Okay, voilà. D'accord ? J'ai compris. Merci. Vous avez d'autres questions ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais mettre... Alors, je pense qu'effectivement, cette réalisation, c'est une chance pour Briançon. Hein.
C'est pas seulement une réalisation de plus, c'est une chance extraordinaire parce que vu ce qui va s'y installer, vu aussi la volonté de l'entreprise d'aller plus loin, c'est-à-dire peut-être d'investir d'autres forts, fait qu'on a devant nous un bel avenir. Voilà, si ça se fait. Alors, moi, j'ai pas envie de chanter trop haut, trop fort, mais j'avoue que, voilà, comme je l'ai dit au promoteur, je ne veux pas y croire jusqu'à la dernière minute, parce que j'aurais trop peur d'être déçu. Mais là, il y a un tel travail qui a été fait, un tel engagement qui a été fait. Et quand je dis engagement, c'est déjà un engagement financier, puisque le promoteur a déjà dépensé pour toutes ces opérations pas loin de 500 000 euros, quand même. Donc on n'est pas dans une opération fictive avec un copier-coller, comme on a pu le voir sur des opérations antérieures. Voilà. Est-ce que tout ceci vous satisfait? Si c'est le cas, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, la troisième délibération, Nicole, tu veux la présenter? Oui ou non? Non. Bon, alors je la présente. Il s'agit donc, dans cette délibération, de demander une subvention au conseil régional pour le cinéma qui s'installe dans le cœur de ville. La base de cette demande de subvention, c'est de mélanger dans la programmation de ce cinéma la possibilité, avec un accord bien entendu du cinéma Eden, et là il y a eu une rencontre entre M. Marchello et M. Aurouz qui s'est faite dans les jours précédents, pour que justement ensemble il y ait une programmation qui permette d'avoir un peu plus de subventions pour M. Aurouz pour monter sa salle, sa salle de 4 salles. Hein. 4 salles. Oui, son cinéma de 4 salles, pardon. Voilà. Voilà le but de cette délibération, c'est d'acter ces éléments-là sur la base du fait que la région Provence-Côte d'Azur offre la possibilité d'avoir, pour les salles de cinéma classées art et essai, d'avoir une subvention complémentaire à celle déjà obtenue par le Conseil national de la cinématographie. Voilà. Madame Valdener. Oui, une chose que je ne comprends pas, c'est que est-ce que M. Aurouz, il a un label art et essai à Gap? Non, parce que le label art et essai, on ne l'a pas la première année. On l'a que la deuxième. Donc comment on peut voter une subvention pour un label qu'on n'a pas? Ben, nous, on ne vote pas une subvention, on vote une demande. Comment on peut voter une demande de subvention alors que le label, il ne l'a pas? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, ce qui me gêne quand même un petit peu, c'est que, quelque part, on légitime le fait qu'il va présenter des films d'art et essai, ce qui est quand même pas tout à fait facile, je pense, pour l'Eden. Alors, vous dites qu'il y a un dialogue, moi, je veux bien. C'est plus qu'un dialogue, c'est un accord. Bon, très bien. Non, parce que dans le passé, il y a aussi des accords, et à chaque fois qu'il y avait un film d'art et d'essai qui marchait, je veux dire, l'Eden, il se faisait squeezer et il n'avait pas les recettes en face. Donc après, on déséquilibre vite une structure par rapport à une autre. Et là, quelque part, on légitime le fait qu'il va passer des films d'art et d'essai. Voilà. Non, alors, je reviens sur la délibération, si vous me permettez, puisqu'on vous précise bien qu'il y a 2 conditions pour cette aide de la région PACA. Donc, ce n'est pas du tout de donner le label art et essai au cinéma Vauban. La première condition, c'est effectivement que la salle soit classée d'art et essai ou que les investissements dans les salles proprement dites et les cabines de projection répondent à un projet culturel, à une sensibilisation du public, etc., etc. Tous ces critères vous sont bien notés. C'est-à-dire que toute salle grand public qui réalise plus de 7500 entrées, et c'est le cas du Vauban, peut bénéficier de cette aide de la région. Voilà. Donc, mais c'est pas, elle n'a pas pour autant le label art et essai. Alors, c'est un partenariat qui peut faire qu'un jour, la MJC ait envie de projeter un de ses films pour des raisons X, Y, Z dans le complexe cinématographique qui va être mis en place. Ça, effectivement, ça ouvre cette possibilité, mais avec l'accord des 2 personnes, et dans un cas exceptionnel, j'imagine la MJC en travaux, ou je ne sais pas moi, quelque chose de ce type, mais c'est pas du tout l'obtention du label art et essai. Hein, là, Non, mais c'est pas ce que j'ai dit du tout. Hein.
Ben si, vous avez dit, Non, pas vous du les tout. mettez en concurrence. C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai simplement peur que, on sait très bien, parce que dans le passé, ça s'est passé à multiples fois. Je veux dire, dès qu'il y a un film d'arrêt d'essai qui marche, je veux dire, il passe dans la salle commerciale, et du coup, la salle d'arrêt d'essai qui a besoin de ces recettes ne les a pas, puisque c'est dans la salle commerciale. Donc du coup, après, la salle d'arrêt d'essai n'équilibre plus son budget, et globalement, peut disparaître. Non, donc là, c'est un peu gênant, vraiment, parce que... Je suis très honnête quand je vous dis ça. D'ailleurs, j'étais au CIC, oui, qui a eu lieu pour l'installation du cinéma. Et la représentante de la DRAC, qui est quand même très à cheval sur ce problème de projet culturel, a quand même convaincu les gens présents, parmi lesquels il y avait un certain nombre de maires du Briançonnais qui n'étaient pas convaincus du tout, qu'il y avait une possibilité de réaliser des partenariats, de faire un projet culturel commun. Et si vous voulez, c'est une proposition qu'on peut porter demain à la CCB, parce que moi je l'avais portée à l'époque et on m'avait dit c'est pas le moment, la DSP n'est pas renouvelée, etc. Donc on peut la porter ensemble, ça je suis d'accord avec vous. Cette dame avait proposé d'ailleurs de se déplacer, de venir d'Aix-en-Provence pour réunir tous les entrepreneurs de cinéma, si je peux m'exprimer ainsi, et de faire ensemble un projet culturel. À l'époque, on m'a dit que c'était pas le moment, mais on peut très bien remettre cette idée sur le tapis et faire en sorte effectivement que tous les cinémas, parce qu'à l'époque était posé aussi le problème du cinéma de Montgenèvre et du cinéma de Monétier, qui sont des cinémas saisonniers, mais quand même, et je pense que ça serait une bonne initiative et ça va tout à fait dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout de volonté de prendre le label ARESC, ni même de prendre des films d'ARESC, parce que ça s'est produit de nombreuses fois. Je voudrais nuancer quand même. Ça fait 12 ans à peu près que je dois suivre ce dossier. C'est arrivé 2 fois en 6 ans, allez, on va dire. Bon, c'était sur des films qui étaient classés ARESC 1 ou 2, c'est-à-dire pas des films qui étaient franchement ARESC, ni des films qui étaient franchement grand public. C'était des choses qui... Alors, effectivement, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu discussion dans ces cas-là. Mais aujourd'hui, j'ai devant les yeux, et tout le monde autour de moi là aussi, le résultat d'un accord entre M. Aurouz et M. Markello, qui a été envoyé à M. Markello. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut se garder, sur lequel on peut s'appuyer, et dans lequel il est stipulé qu'il y a eu un contact avec les distributeurs de films, parce que vous savez que le problème, il est là. Au départ, c'est quand même ce problème-là. Le fait que la MJC travaille avec quelqu'un de Saint-Auban, je crois, et que le Vauban travaille avec un autre producteur. Bon, voilà. Maintenant, à partir du moment où tout le monde est d'accord, et les fournisseurs de films aussi, et je vous dis, ce qu'il faudrait en plus, c'est qu'on réalise ce projet de programmation culturelle qui avait été évoqué par madame, je ne me souviens plus, elle s'appelait Andréani, je crois, qui avait vraiment de la bonne volonté pour le faire, et moi je souhaite qu'on remette à l'ordre du jour ce projet. Non, mais moi, s'il y a un accord, ça me va très bien. Je veux dire, simplement qu'on n'en arrive pas à appeler le médiateur du cinéma comme ça a été une époque et que c'est fort désagréable pour tout le monde. Voilà. Non, mais je pense que M. Markello est suffisamment conscient de toutes ces problématiques pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, autrement, il ne nous aurait pas donné son accord. Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, prochaine délibération, c'est Madame Bovetto qui va nous parler des demandes de subventions pour les classes de découverte. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'une demande de subvention pour l'école de Fortville qui part en classe de découverte. Donc en fait il y a 2 subventions parce qu'il y a 2 niveaux, CE1, CE2 et CM1, CM2, du 2 au 6 octobre à Sanary-sur-Mer. Voilà, avec accès sur le comportement éco-responsable, sur l'environnement maritime, les visites des sites, le port, le musée océanographique et la rencontre avec les sauveteurs des mers.
Les deux ont le même objet. Les deux ont le même objet en mais fait. s'adressent à des classes différentes. S'adressent à des classes différentes. Il y en a une CE1, CE2 et l'autre CM1, CM2. D'accord. Après je peux les... Y a-t-il des questions concernant ces demandes Il n'y en a pas. Donc sur la première, concernant l'école de CE1, CE2 de Fortville. CE2, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Et pour la deuxième, pour le donc, CM1, pareil, CM2, CM2, même vote. Même vote. Merci. Alors, troisième délibération pour Madame Bovetto, le montant du forfait communal avec la commune de Servières. Oui, donc là, effectivement, on sait que la commune de Servières n'a plus d'école depuis un certain temps et que donc les enfants de la commune sont scolarisés, les enfants de la commune de Servières sont scolarisés sur Briançon. Avant, il y avait très peu d'enfants. Quand on a passé une convention avec eux, stipulant que la scolarité de ces enfants-là était gratuite. Et puis là, depuis qu'ils ont fait les logements... les lotissements, voilà, il y a de plus en plus d'enfants à Servières. Donc j'ai rencontré le maire et sa première adjointe pour discuter du montant du forfait communal, puisque vous savez qu'en fait un enfant nous coûte à peu près 1200 € par an pour sa scolarité. Donc nous nous sommes entendus ensemble sur un montant de 1000 € par enfant scolarisé sur la commune pour la commune de Servières. Voilà. Oui. Alors, première question, quel est le coût qu'on a fixé avec les autres communes? Parce que là, pour Servières, donc, vous proposez 1000 €. Il n'y a pas d'autre coût pour les autres communes. En fait, là, il n'y a pas de... Donc Servières n'a pas d'école. Donc c'est pour ça que... après, quand les autres communes ont des écoles, oui, et qu'elles souhaitent que les parents souhaitent scolariser leurs enfants, par exemple sur Briançon, pour des questions pratiques, ils habitent à Villars-Saint-Pancrace, et inversement, personne ne paye à personne en fait. D'accord. C'est un échange à peu près de bons procédés. Il se trouve qu'il y a à peu près autant... Numérique. Oui, à peu près. Il y a à peu près autant d'enfants de Briançon qui vont sur Villars que d'enfants de Villars qui viennent sur Briançon. Ah bon. Donc on a, en général, avec Saint-Chaffray, c'est à peu près pareil. Il y a 2 ou 3 communes comme ça où il y a des mouvements. Alors chez la grand-mère, chez la cousine, chez... bon. Mais en général, c'est à peu près... Alors, par contre, ce que nous précisons aux familles, c'est qu'il n'est pas question pour nous de prendre en charge l'élève qui quitte la ville de Briançon. Parce qu'il y a certains maires qui nous ont réclamé, on ne paye pas. Nous, quand un élève qui habite Briançon veut aller à Saint-Chaffray... De la même façon, en fait. Voilà, on refuse complètement de payer puisqu'il peut venir chez nous. Oui, c'est pas le cas de Servières. Hein. Oui, d'accord, ok. Bon, ça c'est la première question, donc d'accord. Deuxième question, donc je reprends le texte de la délibération. Pour l'année 2016, le coût moyen d'un élève scolarisé dans les écoles publiques de Briançon, donc financé par les contribuables briançonnais, s'élève à 1237 € pour le secteur primaire hors activité périscolaire. Oui. Donc pourquoi le forfait n'est pas à 1237? Parce qu'il y a des maternelles. Les maternelles, c'est parce j'ai négocié. D'accord. Tout simplement. On va donner base de la négociation. Les bases de la négociation, c'est que on a fait on a fait en moyenne entre les primaires et les maternelles, on a fait une cote bien taillée. Les primaires coûtent moins cher que les maternelles. Les primaires coûtent moins cher que les maternelles, oui. Parce qu'elles les acceptent d'un côté qu'il n'y a pas de l'autre. Je voulais pas faire, j'ai pas fait tant de maternelle, tant de primaire et tant de... Après, sinon, on pouvait rentrer dans... parce que nous, dans le forfait communal, il n'y a pas les transports, mais après, on peut revenir sur tout. Est-ce que ils payent pour ci, pour ça? Parce que le forfait communal, il y a quand même énormément de choses qui rentrent en jeu. Donc, j'ai pas voulu quand même pinailler sur toutes les... Enfin, c'est pas un pinaillage, mais voilà. Avant, il n'y avait rien. Hein? Surtout qu'avant, il n'y avait rien. Avant, il n'y avait rien, voilà. Donc, on commence comme ça. Après, voilà. Okay. On s'est entendu, voilà, comme ça. Ça représente combien d'enfants? Il y en a 14, là. Ah oui, quand même. Quand même, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bien de faire de lotissement sans se poser la question de la scolarité derrière. C'est pour ça, en fait, avant, il n'y avait plus d'enfants à Servières. Si elles augmentent le lotissement, les enfants ne viendront plus à Briançon. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Ça, c'est toujours, c'est le problème du pays, hein, ça ne se produit pas qu'à Briançon. Mais voilà, beaucoup de familles fuient
les grandes villes parce que les impôts, parce que ci, parce que ça. Mais bon, derrière, forcément, ça implique des coûts. C'est le problème, oui, de la ville-centre aussi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je posais la question sur la différence entre 1237, parce que si c'était 1237, ça aurait été normal que la somme soit établie à 1237. Oui. Mais maintenant, si c'est une moyenne entre les maternelles et les primaires... C'est le début, voilà, c'est la première fois qu'on leur fait payer. Ça... Bon, je suis partie tranquille. C'était un bon jour avec Madame Bovetto, donc du coup, il y a eu 1000 euros. Ça arrive comme quoi, des fois. Hein. C'est pas... voilà, de temps en temps, ça m'arrive. On le pense, hein. Par contre, je sais pas si on vous pose la question, mais donc pour la cantine de ces enfants-là, ils sont bien sur le tarif commune extérieure qu'on avait voté précédemment. Ouais. Par contre, le maire de Servières souhaite qu'il ne paye pas plus qu'un enfant. Donc eux, ils vont prendre en charge, la mairie de Servières prendre en charge une partie de la cantine. C'est bien. Voilà. C'est leur problème. C'est leur problème, oui, mais parce que vous allez peut-être, voilà, si on entend parler, voilà, quid de la cantine. Et, voilà. D'accord, bah, très bien. Ça marche, merci Monsieur Dufour vient d'arriver. Donc, si vous en êtes d'accord et si les arguments de Mme Bovetto vous ont convaincu, je vous propose de mettre cette délibération en voie. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à l'unanimité. Les sports. Alors, il s'agit d'un groupement de commandes pour la fourniture des services de transport. C'est Monsieur Choupa, je crois, qui rapporte. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est effectivement pour la création d'un groupement pour la fourniture d'une prestation de services de transport sanitaire dans la vallée de la Guisane pour la saison 2017-2018. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 22.12.1 et L22.12.2, je vous passe les ordonnances et les décrets. Considérant que les secours sur piste sont placés sous la responsabilité du maire, les secours en tant que tels ont été désignés à l'exploitant du domaine skiable. Les prestations de transport des personnes accidentées à partir du front de neige vers les structures la plus adaptées sont restées à la charge de la commune, des communes. Considérant que le fonctionnement coordonné entre les communes de Monétier-les-Bains, La Salle des Alpes, Saint-Chaffray l'hiver dernier, qui a permis donc de démontrer l'intérêt de mutualisation des moyens en transport sanitaire sur la vallée de la Guisane, tant en termes d'efficacité que d'organisation. Considérant que la commune de Briançon, Puy-Saint-Pierre et Puy-Saint-André intègre le groupement, considérant qu'il est ainsi envisagé entre les 6 communes, la création d'un groupement de commandes afin de passer un marché de prestations de services uniques pour l'ensemble de la vallée pour les transports sanitaires de l'hiver 2017-2018. Considérant qu'une convention constitutive de ce groupement serait alors signée entre les parties prévoyant la désignation d'un responsable de la procédure de passation du marché. La commission d'appel d'offres compétente étant une commission d'appel d'offres de chacun des membres du groupement ayant voix délibérante. Considérant que la commission d'appel d'offres mixte du groupement de commandes sera constituée de 2 élus titulaires et 2 suppléants pour la commune de Monétier, Saint-Chaffray et la Salle des Alpes, d'un élu titulaire et d'un élu suppléant pour les communes de Briançon, Puy-Saint-Pierre et Puy-Saint-André. Considérant par ailleurs que chacun des membres devra gérer l'exécution de son marché et que ce dernier prendra la forme d'un MAPA qui prendra en compte les spécificités des besoins de chaque commune en tant que favorisant la mutualisation des moyens. Ceci étant exposé, il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la constitution d'un groupement de commandes pour la réalisation de prestations de transport 2017-2018 dont les membres sont les 6 communes. Dire que la commune de La Salle sera responsable du groupement et de la procédure de passation du marché. De désigner 2 élus pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres mixte du groupement de commandes. Donc, afin d'alléger le déroulement de la séance, Monsieur le maire propose de ne pas voter à procéder à un scrutin secret, mais d'accepter les 2 désignations des membres suivants. Titulaire, donc Marcel Choupa, suppléant Jacques Jalade.
dire que les crédits nécessaires aux dépenses seront inscrits au budget 2017-2018 de la commune et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes. Donc la convention, vous l'avez en pièce jointe sur le document. Voilà, merci Monsieur le maire. On va surtout dire qu'enfin, on arrive à faire un travail en commun sur cette station. C'est une bonne chose. Voilà. Monsieur Monnier. Oui, monsieur le maire, merci. Juste une question peut-être un peu naïve, mais c'est facturé comment? C'est au transport ou chaque commune payera une quote-part Non, il va y avoir donc un groupement, donc un appel d'offres, de toute façon, à toutes les sociétés d'ambulance. Et bien sûr, on prendra la meilleure des sociétés. À savoir quand même que quand le groupement n'a pas, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de groupement, donc les autres années, Monétier payait moins cher que Briançon. Monétier faisait, donc payait moins cher de Monétier à l'hôpital. Briançon payait 2 fois le prix du ProRail à l'hôpital. Donc ça représentait une somme assez importante donc pour la ville de toute façon, puisque la navette, donc c'est pour cette raison que moi j'ai assisté donc à ces 2 réunions et qu'effectivement donc la demande elle a été faite donc pour intégrer donc et créer ce groupement parce que c'était quand même important que Briançon n'ait pas une charge beaucoup plus lourde par rapport à des comme Monétier qui est 2 fois plus loin par rapport à l'hôpital de Briançon, quoi. Et effectivement, donc, Monétier n'ayant plus de médecins donc, sur Monétier même, forcément, donc, il partait donc, directement aux urgences de l'hôpital de Briançon. Et il s'avère qu'effectivement, donc, Monétier payait moins cher que Briançon par rapport au transport, donc, puisqu'on ne faisait pas partie de ce groupement. Et donc, il était important qu'on rentre dans ce groupement. Comment? Oui, c'est au nombre de transports, de toute façon. Ouais. Dans certaines stations, il faut un forfait global qui est 10 interventions ou 100 dans la saison, ils payent la même chose. Oui. Donc ça, il faut faire attention. J'ai l'habitude de passer dans beaucoup de stations l'hiver. Bien sûr, et voilà, fois c'est un forfait global et après c'est un forfait au transport. Donc de toute façon, donc, nous on sait qu'on a eu un nombre de transports entre Monétier, c'est-à-dire sur Briançon. Donc on va de toute façon évaluer sur cet aspect, quoi. Donc bon, et on sait que sur les autres stations, bon, les interventions sont beaucoup plus importantes que celles de Briançon. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un cahier des charges pour l'appel d'offres qui va définir les questions que pose Monsieur Monnier, j'imagine. Oui. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Baux et conventions. Non, ressources humaines, Monsieur Jalad. Merci, Monsieur le maire. Alors, convention de mise à disposition de personnel de la police municipale pour l'organisation de l'Embrunman. Vu la demande de l'Embrunman Triathlon pour la mise à disposition par la commune de 4 agents de police municipale afin d'assurer la sécurité le mardi 15 août 2017. Une convention est établie de mise à disposition des 4 agents. Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés sera précisée également la nature et le niveau hiérarchique des fonctions et leurs conditions d'emploi. Donc, dans la convention, le nom des personnes est précisé et également le montant de l'indemnité horaire pour ces personnes-là. Le règlement, disons, se faisant à la fin du mois, c'est très important, à la fin du mois qui sera la facturation. Voilà, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention annexée et d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'empêchement, etc., etc. Très bien. Y a-t-il des questions concernant cette mise à disposition du personnel police municipale dans le cadre de l'Embrunman? Non. Si, mais je vois qu'il y a 2 agents qui ont le même grade et la dame, elle est payée moins cher au tarif horaire que le monsieur. C'est une réalité. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, vous avez parfaitement raison, mais c'est la dame qui a plus. Non, mais il y a une question d'ancienneté dans le grade aussi. Certainement. On ne se permettrait pas de faire une ségrégation. C'est pas possible.
C'est des temps partiels? Bien. Donc, si vous en êtes d'accord, je mets cette délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Une précision, monsieur le maire. J'espère que monsieur Christophe Robert est conscient, n'est-ce pas, des difficultés qu'il peut y avoir après l'Ambremman. Oui, très bien. Allez, passons. Oui, bon. Je n'ai rien à dire. Non, M. Jalad n'a rien à dire non plus. Voilà. Baux et conventions. Remise gracieuse de dette pour l'association Mère-Enfant PACA. Et c'est Mme Marchello qui rapporte. Merci, Monsieur le maire. Donc, depuis septembre 2015, la commune de Briançon met à disposition des jeunes pousses un logement qui se trouve donc à l'école maternelle des Artaillots, afin d'y héberger donc les familles d'enfants accueillis au centre des jeunes pousses et permettre ainsi de maintenir des liens familiaux, moyennant bien sûr une redevance fixe et une redevance variable. Le dispositif qui est mis en place avec les jeunes pousses depuis près de 2 ans donne entière satisfaction, tant à la commune qu'aux familles. Alors, que s'est-il passé avant septembre 2015? Donc, de 2012 à 2014, ce même logement avait été mis à disposition d'une association qui s'appelait Mère-Enfant PACA, moyennant le versement d'une redevance adaptée qui était payable semestriellement. Et cette convention, donc, a pris fin le 5 juillet 2014. Mais il se trouve que l'association Mère-Enfant PACA n'a pas pu honorer un certain nombre de titres, donc qui s'élève à 3 866,77 €. Aujourd'hui, donc l'association Mère-Enfant PACA rencontre des difficultés financières importantes et n'est pas en mesure d'honorer les titres de recettes émis. Considérant que l'instruction codificatrice de la comptabilité publique prévoit que l'assemblée délibérante d'une collectivité, en raison de sa compétence budgétaire, doit se prononcer sur la demande de remise gracieuse d'un débiteur pour tout motif plaidant en sa faveur. Donc il est proposé au conseil municipal donc d'accorder à l'association Mère-Enfant PACA une remise gracieuse et totale du montant des redevances restant dues pour la période du 1er mars 2013 au 5 juillet 2014 pour un montant de 3 866,77 € et d'autoriser monsieur le maire, etc. Merci Madame Marchello. Bon, vous vous souvenez de cette dame qui était venue ici, qui nous avait fait plein de promesses, qui ne les a jamais tenues, qui avait des engagements. Je pense qu'on avait fait une opération tout à fait normale dans le cadre du CCAS, puisqu'il s'agissait d'aider les familles qui avaient des enfants ici, dans des maisons d'enfants, de pouvoir séjourner dans des conditions correctes. Je veux dire qu'il y a eu quelques petits abus et que les gens n'ont pas tenu leur parole. Et c'est dommage parce que c'était une belle initiative en soi. Ça continue avec d'autres, mais cette initiative-là, elle a capoté. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est à vouloir supprimer une dette. Elle a eu le mérite de faire démarrer quelque chose. Après, voilà. En effet, les capacités des parents à régler le montant qui était demandé par nuit étaient pour certains corrects et pour d'autres, même 5 € la nuit, je crois que c'était. Certaines familles ne pouvaient pas et l'association s'est vite trouvée en difficulté. Oui. Vous êtes gentil. Allez, on va dire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets la délibération. On voit quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. À l'unanimité. Madame Petley va nous parler de la subvention à l'Office du tourisme intercommunal de Serchevalier. Au titre de la navette. Alors, la commune de Briançon a décidé de verser à titre exceptionnel à l'Office de tourisme intercommunal de Serchevalier-Vallée-Briançon une subvention d'un montant de 7 500 € au titre de la participation à la navette Modane. L'avenant numéro 2 à la convention d'objectifs et de financement qui sera signé entre la commune de Briançon et l'OTISC est joint à la présente délibération. Il vous est donc proposé d'accorder à l'Office de tourisme intercommunal de Serchevalier-Vallée une subvention exceptionnelle pour la participation à la navette Modane au titre de l'année 2017 d'un montant de 7 500 €. Les crédits seront inscrits au budget 2017 en section de fonctionnement.
Et il vous est également demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Oui, Monsieur Grisca. Oui, Monsieur le maire. Merci. Alors, je profite de cette délibération pour vous parler un peu de l'Office du tourisme. Parce qu'on a là aussi une rétention d'informations. Je ne sais pas si elle est volontaire ou involontaire. En tout cas, elle existe. Tout se passe au sein de la commission exécutive, dans laquelle l'opposition n'a pas de place. La commission tourisme, certes, de la CCB, a eu lieu à 14 h, contrairement à ce que vous vous étiez engagé de faire. D'ailleurs, j'ai mentionné sur un mail en réponse, personne ne m'a répondu, un mail global à l'ensemble des conseillers communautaires. Mais bon, de toute façon, on s'en fiche complètement des gens qui travaillent à 14 h. Donc, on fait les réunions à 14 h. Moi, j'aimerais qu'on fasse le point, parce que ça commence à être gonflant. Je vais utiliser le mot et l'oser, d'entendre des choses dans Briançon qui nous est rapporté, alors des rumeurs fondées, infondées, des noms qui circulent. Alors allez-y. Oui, non, mais dévalez. Non, mais j'arrive. Les rumeurs, c'est épouvantable. Oui, non, mais les rumeurs, c'est épouvantable, sauf quand on les vérifie et qu'elles s'avèrent être vraies. Non, mais alors dites. Donc voilà, donc j'y arrive. J'aimerais qu'on fasse un point sur le nombre de CV que vous avez reçus pour le poste de directeur. Également connaître la vérité sur la candidature de Christophe Pirel à l'Office du tourisme de Briançon, Serge Chevalier. Et puis également connaître le mode de décision. Qui va réellement décider? Est-ce que c'est vous le DRH de l'Office du tourisme? Est-ce que c'est la présidente? Est-ce que c'est la commission exécutive? Qui décide réellement au sein de cet Office du tourisme? Et je suis navré vraiment de le faire ici au conseil municipal, mais j'ai pas d'autre moyen de vous poser les questions. Mais c'était des éléments publics qui peuvent se tenir dans des réunions publiques. Et le conseil municipal est là pour ça. Alors, d'abord, il y a une présidente à l'Office du tourisme. Hein, je ne suis pas présidente. Donc, je n'ai qu'un pouvoir extrêmement limité au sein de l'Office du tourisme. Les choses ne sont pas aussi simples et ceux qui y siègent le savent. On a joué le rôle qu'on avait voulu donner à la dimension qu'on voulait pour cette structure. On joue le jeu, mais c'est vrai que on est quelquefois un petit peu mis devant le fait accompli. Alors, il y a eu 2 épisodes pour le recrutement du directeur. Il y a eu un premier recrutement par l'intermédiaire d'un cabinet qui a été voué à l'échec, premier. Il y en a eu un deuxième qui a été lui aussi voué à l'échec dans un deuxième temps. Et après, il y a génération spontanée de différentes personnes qui ont su que et qui ont soumissionné à ce moment-là, qui ont donc demandé à être entendus. Alors il y en a eu très exactement 6 et même un 7e qui est arrivé dernièrement. Cet après-midi, 4 de ces personnes ont été entendues par un comité qui dans lequel étaient représentés les 4 maires des 4 communes de Serre Chevalier, plus 3 sociopros que sont Monsieur Moranval, Monsieur Turin et Monsieur Duport. Voilà. Aujourd'hui, les personnes qui se sont présentées ont été entendues. Il y en a une qui sera auditée le 16 ou le 17 parce qu'elle est absente. Effectivement, dans les 4 qui ont été présentés aujourd'hui, il y avait Monsieur Pirel. Voilà. Et je vois pas pourquoi d'ailleurs Monsieur Pirel ne pourrait pas se présenter à un poste. Oui, non mais c'est quand même un petit peu tendancieux votre question, vous ne trouvez pas? Comme par hasard, vous ne me posez pas la coloration politique d'une autre personne qui était présente, hein? Mais si, vous le savez. Mais si, vous savez beaucoup de choses, monsieur Disca. Mais vous... Moi, j'ai dit le nom, dites-le. Mais moi, je ne le dirai pas. Ah, ben voilà. Parce que je ne veux pas le dire. La différence entre vous et moi... Si la rumeur qu'on avait eue il y a 3 semaines de cela s'avère être confirmée, effectivement, il nous provient du cabinet du département, c'est ça? Comment? Il provient du cabinet du département? Peut-être bien. D'accord. Eh bien, vous voyez, c'est une rumeur qui était, qui circulait dans la ville, mais qui, je croyais, était infondée. Mais c'est pas une rumeur. Mais ça serait de dire le nom. Ce monsieur a fait acte de candidature
Et donc, c'est pas une rumeur. Il a fait acte de candidature. Moi, j'ai pas à révéler les noms des candidats, mais vous me le demandez. Cette personne, puisque vous le dites, elle est au cabinet du président. Elle est donc très clairement politiquement située. Et arrêtez. Vous savez quelle est sa fonction au sein du cabinet du président. Bon, alors, arrêtez. Ne me prenez pas pour un imbécile. Hein. Non, mais je vous prends pas pour un imbécile, pas du tout. Non. Mais non, pas du tout. Et donc, ce que je tiens simplement à vous dire, c'est que moi, je n'ai pas mis face, comme vous, à cette personne, un refus sur la base de sa coloration éventuelle sur le plan politique. La différence entre vous et moi, elle est là. Et puis je vais vous dire une chose, comme par hasard, les gens de gauche font de la politique, les gens de droite, jamais. Mais c'est eux qui disent que les autres font de la politique. Hein? Voilà. Ça, c'est une grande donnée, hein? Grande donnée, régulière, réentendue toujours, mais bon, écoutez. On va pas répondre à ça, franchement. Mais non, c'est trop bas. C'est trop bas. Bien entendu, Madame Waldener, bien sûr. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de directrice ou de directeur à l'Office du tourisme, qui aura donc le 16 ou le 17 août une dernière réunion de cette commission avec 1, 2 ou 3 personnes. Donc peut-être 2 personnes issues de cette première sélection aujourd'hui et une personne donc qui n'avait pas pu venir aujourd'hui. Et à partir de là, peut-être aurons-nous enfin. Alors moi, ce que je tiens à dire clairement, très clairement, c'est que la personne qui assure la direction de l'Office du tourisme depuis 2 ans est une personne d'une grande qualité et je regrette, et je l'ai vu, et je l'ai entretenue sur cette question, je regrette qu'elle ne veuille pas postuler. Elle est en capacité de porter cette responsabilité, elle l'a démontré pendant les 2 années qui viennent de se passer, et je pense qu'elle est tout à fait à même de le faire, et qu'on n'a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Alors, ceci étant, ce qui avait été déterminé par à la fois les groupes de réflexion, puisqu'il y a eu des groupes de réflexion auxquels ont été associés les élus et surtout des socioprofessionnels dans l'année qui vient de se passer, la base de la discussion, c'est de dire on a aujourd'hui une personne, Mario Dupuy pour la citer, qui fait un travail très très correct, plus que correct, qui est efficace et qui pose pas de problème de gestion d'office du tourisme. Par contre, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, et ce que tout le monde reconnaît, c'est que nous avons un problème d'identité. Nous avons aujourd'hui une certaine perte de valorisation de l'image de Serge Chevalier. Et que donc, à partir de là, il nous faut une personnalité qui soit en capacité de nous redonner cette image forte de Briançon, qui passe par des projets, qui passe par un certain nombre de travaux en direction de l'extérieur. C'est un travail à la fois de marketing, mais c'est aussi un travail d'identification. Donc ça, nous en avons besoin. Et c'est ce profil-là, en principe, qu'on avait décidé de recruter. Alors, à la sortie, je ne sais pas, puisqu'il y a un vote et que ça se fera à la majorité, bien entendu, je ne sais pas ce qui ressortira. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de vous dire s'il y en a un ou pas qui sortira, qui ressort très nettement du chapeau. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on voit encore et qu'on soit surtout très clair sur effectivement cet objectif. Je pense qu'il est indispensable qu'on demande et qu'on insiste pour que Marie Hautepuis continue à faire le travail qu'elle fait et qu'elle fait très bien, et qu'on embauche à côté une personne qui ait ce travail de recherche, de promotion de la station. Voilà le point de vue que j'exprime depuis longtemps d'ailleurs, et qui est exprimé aussi d'ailleurs par la présidente et par d'autres. Mais quelquefois, on revient toujours, et l'échec de du deuxième recrutement dont j'ai parlé tout à l'heure
montre bien qu'on a tendance, si vous voulez, les deux candidats qu'on avait, il y avait donc le candidat qui finalement s'est désisté, et un autre candidat qui était un franco-américain, qui avait été à Verdier, qui avait fait un certain nombre qui avait été aux États-Unis dans les grandes stations, qui avait une vision pas classique, hein, mais finalement, la commission a préféré les choses un peu plus conventionnelles, conservatrices, on va dire. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Bien, eh ben vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. Bien, donc sur ceci étant dit, on va donc revenir à nos débats. Il s'agit de la subvention donc, que l'on verse à l'Office du tourisme pour notre participation à la navette de Modane. Donc il s'agit d'un montant de 7 500 €. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions, il n'y en a pas, merci. Madame Petelet toujours, reprise sur provision pour risques et charges concernant le bâtiment de la Chape. Bon. Alors, par acte notarié, en date du 12 décembre 2007, la commune de Briançon a cédé à la SARL La Chape de Briançon un ancien bâtiment industriel avec terrain attenant pour un prix de vente total de 2 501 672 €. La somme de 2 millions d'euros a été payée comptant lors de la signature de l'acte. En ce qui concerne le solde du prix de vente représentant 501 672 €, la SARL La Chape s'était engagée à faire construire et à donner en paiement à la commune de Briançon un volume immobilier destiné à réaliser un espace muséal. La SARL La Chape a été déclarée en cessation de paiement le 22 avril 2010. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 22 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Gap. La commune de Briançon a alors été admise au passif de cette liquidation pour la somme de 501 672 € au titre d'une dation en paiement pour l'immobilier à construire. En conséquence, et par délibération numéro 93 en date du 21 mars 2012, le conseil municipal a approuvé la constitution sur l'exercice 2012 d'une provision pour risques et charges d'un montant de 501 672 € au compte 151,82 autres provisions pour risques budgétaires, pour couvrir le risque de non-recouvrement de la créance liée à la dation en paiement consentie lors de la cession du bâtiment de la Chape. Par certificat délivré en date du 23 juin 2017, le liquidateur certifie aujourd'hui l'irrécouvrabilité totale et définitive de la créance de la commune au motif que l'actif disponible ne permettra pas le règlement, même partiel, de cette dernière. Il vous est donc proposé d'approuver la reprise pour un montant de 501 672 € de la provision pour risques et charges, de décider que les crédits nécessaires à l'enregistrement de cette opération seraient inscrits au budget principal par décision modificative avant la fin de l'exercice, et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute décision relative à ce dossier. Alors l'opération de départ était une opération un peu olé olé, sur laquelle je ne reviendrai pas. Il y a en plus, et il faut le savoir quand même, dans le cadre de cette vente, le terrain qui est au bout de la place Galisbet, qui avait été accordé là aussi à la société de l'époque, une partie du terrain qui déborde sur la Chape elle-même, c'est-à-dire que là, la partie devant les escaliers et une autre partie qui fait à peu près 5 mètres de large le long de l'immeuble, avait été dans cet acte, ainsi, mais créé par une SCI qui a donc échappé à notre sagacité, le terrain sur lequel aujourd'hui se construirait ou se construira comment il s'appelle, Léonard de Vinci, hein, c'est ça, Michel-Ange, voilà, la même famille. Et donc ben voilà, c'est une belle opération. Les 500 000 n'ont jamais été versés à la commune. Aujourd'hui, la somme est rayée purement et simplement, puisqu'il n'y aura jamais de possibilité qu'elle soit payée. Et les terrains, par contre, un jour ou l'autre. Et je regrette, par exemple, que le terrain qui est en rive droite, au bout de la place Galisbet, voit peut-être un jour la possibilité d'une construction, parce que c'est un point de départ pour des promenades à la fois pour la vieille ville, le long de la rive gauche,
de la rive droite de la Durance, où je vous signale qu'un très beau travail a été fait par le CPIE. Hein. Je vous engage à aller vous promener. Il y a des beaux cheminements qui ont été réalisés. Et si vous regardez par-dessus les remparts en vous mettant sur le côté de la place Blanchard, vous verrez aussi qu'on a dégagé les remparts sur 5 mètres, des arbres et arbrisseaux qui poussaient, ce qui donne une vision sur les remparts qui est très jolie. Voilà. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions sur cette annulation des recouvrements, cette reprise sur provision pour risques et charges? S'il n'y en a pas, je mets la délibération en voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Et pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, bonnes vacances. Non. Pas